Des scientifiques ont reconstruit le visage d'un ancien pharaon, et le résultat a laissé une salle entière d'experts sans voix. Pendant 3000 ans, tous les manuels scolaires avaient représenté ce roi comme un guerrier puissant au menton carré, avant de discrètement ignorer les statues qui criaient le contraire. Des pommettes saillantes, un crâne allongé, des hanches larges qu'aucun pharaon avant lui n'avait jamais eu le droit d'arborer. Il possédait ce crâne incroyablement allongé, ce ventre proéminent étrange, ces bras singuliers. Puis un seul test ADN réalisé dans un laboratoire hermétiquement clos du Caire a redessiné son visage en l'espace d'un après-midi. Ce que cette analyse a révélé était si troublant que ses propres prêtres ont passé 3 siècles à tenter de l'effacer. Alors, qu'ont donc finalement vu ces scientifiques dans ce visage que le monde a refusé de regarder en face pendant 30 siècles entiers, le visage effacé? Entrez dans n'importe quelle réserve de musée qui conserve des fragments le concernant, et la première chose qui vous frappe, c'est ce sentiment que quelque chose cloche. Les conservateurs en parlent à voix basse. Les visiteurs le ressentent avant même de pouvoir mettre des mots dessus. Des visages de pierre vous regardent depuis des temples en ruine, et leurs traits sont impossibles à confondre. Des pommettes hautes, tranchantes comme du verre brisé. Des yeux lourds aux paupières tombantes, comme accablés de fatigue. Des lèvres si larges qu'elles semblent étirées sur toute la largeur du crâne. Et un corps qui efface toute frontière entre le masculin et le féminin d'une façon qu'aucun roi d'Égypte avant lui n'avait jamais autorisée. Ce ne sont pas les visages sculptés de Dieu, c'est le visage d'un être humain bien précis. Et chaque instinct en vous vous murmure que quelque chose chez cet homme n'est pas normal. Ces statues gardaient autrefois le cœur de l'Égypte. L'homme auquel elles appartenaient s'appelait Akhenaton, et lors de la 13e année de son règne, il accomplit quelque chose qu'aucun pharaon n'avait jamais osé faire. Il ordonna la fermeture de tous les temples d'Amon. Réfléchissez-y un instant. Amon était le dieu suprême de tout le panthéon, le dieu que son propre père avait servi, le dieu dont les prêtres avaient posé la couronne sur sa tête. Et il fit fermer leurs portes par un seul décret. Des documents datant de 1353 et 1352 avant notre ère relatent la confiscation des domaines sacerdotaux et le renvoi de milliers de serviteurs des temples. Des fêtes qui rythmaient la vie ordinaire depuis une époque antérieure à la construction des pyramides furent annulées du jour au lendemain. Et il ne s'arrêta pas là. Son propre nom de naissance, Amenhotep, fut ciselé hors des monuments et remplacé par une nouvelle identité honorant uniquement le disque solaire, Latent. Puis il abandonna complètement la capitale. La cour royale quitta Thèbes, la ville aux 100 portes, et s'avança vers le nord dans un désert vide. 14 stèles frontières furent gravées directement dans les falaises pour délimiter définitivement les contours de la nouvelle cité. Ce n'était pas un roi retouchant quelques rituels. C'était un homme arrachant la colonne vertébrale spirituelle de la civilisation la plus religieuse de la terre, défiant quiconque de l'en empêcher. Ils nommèrent cette nouvelle ville Akhetaton, l'horizon de Laton. Elle surgit du sol en moins de 2 ans. Ces temples à ciel ouvert étaient construits pour accueillir la lumière du soleil plutôt que pour s'en protéger. Chaque mur et chaque inscription célébraient un seul Dieu et un seul roi, comme sa voix vivante sur terre. Les anciens dieux furent réduits au silence. Mais voilà la chose. L'aspect le plus étrange de cette nouvelle capitale n'était pas l'absence des dieux. C'était le visage du roi lui-même, reproduit sur chaque surface selon des formes qu'aucun artiste égyptien n'avait jamais eu le droit de sculpter. Son corps représenté dans des proportions qui bafouaient 3000 ans de tradition. Quelque chose avait changé chez l'homme assis sur le trône, et ses propres sculpteurs étaient enfin autorisés à en garder la trace. La question était laquelle? Le corps interdit. Un décret royal conservé en fragments sur du calcaire ordonnait aux artistes d'Akhenaton d'abandonner les conventions anciennes. Il leur était demandé de sculpter le roi tel qu'il apparaissait vraiment, non comme un dieu sans défaut, non comme le guerrier idéalisé de la tradition, mais comme un homme de chair et d'os. Et les statues qui s'ensuivirent
dégagent une inquiétante étrangeté qu'aucune autre œuvre égyptienne n'a jamais atteinte. Imaginez-vous debout, devant l'une d'elles, un crâne allongé s'étirant vers l'arrière en forme de goutte d'eau, des épaules étroites qui s'affaissent comme si elles étaient trop lourdes à porter, des hanches s'évasant plus largement que celles d'aucun roi avant lui, plus larges que celles de la plupart des reines, plus larges que ce que la seule anatomie devrait permettre, un ventre tombant au-dessus du pagne royal, des seins gonflés qu'aucun pharaon masculin n'avait jamais autorisé sur sa propre image, encore moins exposés en taille réelle sur les murs d'un temple public, de longs doigts fins, un long cou fin, des pieds qui semblent presque plats, un visage qui ne paraît ni totalement masculin, ni totalement féminin, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose pour lequel le monde antique n'avait aucun mot. C'est le genre de visage qu'on ne peut pas s'empêcher de fixer parce qu'une partie de votre cerveau continue de murmurer discrètement que quelque chose cloche. Dans les reliefs peints, toute la famille royale arbore ces mêmes traits. Des bras et des jambes fins et grêles, un ventre rond et doux, des visages étirés presque au-delà du reconnaissable. Ces filles sont représentées avec exactement les mêmes proportions étranges, comme si la lignée portait une signature physique unique, transmise de parents à enfants tel un trait héréditaire. Néfertiti elle-même apparaît à ses côtés, pose après pose avec le même crâne allongé, la même mâchoire lourde, le même cou d'une longueur impossible. Chaque mur datant est devenu une galerie consacrée à ce visage unique. Des ambassadeurs étrangers arrivaient en s'attendant à une cour ordinaire et se retrouvaient guidés à travers des couloirs peints du sol au plafond de ces silhouettes étranges et inhabituelles. Imaginez être un diplomate aguerri dans ces salles, regardant l'homme le plus puissant de la terre choisir délibérément d'être sculpté de cette façon, sans comprendre pourquoi. Plusieurs d'entre eux rentrèrent chez eux convaincus que le pharaon avait perdu la raison. Pendant des siècles, les spécialistes ont débattu de ce que cela signifiait. Était-ce symbolique, une déclaration d'un roi portant en lui les forces créatrices masculines et féminines à la fois? Était-ce politique, une rupture nette avec la tradition pour marquer une toute nouvelle théologie? Ou était-ce physique, quelque chose de dissimulé dans le vrai corps de l'homme assis sur le trône, que ces artistes avaient enfin le droit de montrer? Pendant presque un siècle, cette dernière hypothèse fut celle que personne ne voulait formuler à voix haute. Voici pourquoi cette question importait autant. Le portrait royal égyptien était figé depuis près de 2000 ans. Les rois étaient sculptés comme des dieux, et les dieux n'avaient pas de hanches, et les dieux n'avaient pas de rondeur. Ces règles n'étaient pas esthétiques, elles étaient religieuses. Les enfreindre n'était donc pas un choix stylistique, c'était un aveu. L'homme sur le trône révélait à tout son royaume quelque chose sur lui-même qu'aucun pharaon avant lui n'avait jamais consenti à admettre publiquement. Et ses propres prêtres allaient passer les 300 années suivantes à tenter d'enterrer précisément ce que ces murs confessaient. La contradiction ne fit que s'amplifier lorsque la tombe de son fils fut ouverte. Le masque en or découvert dans la vallée des rois en 1922, le masque fabriqué pour Toutankhamon, ne présente aucune de ces distorsions. Il est parfait, symétrique, intemporel. Les artistes qui servirent de la génération suivante retournèrent immédiatement aux anciennes règles dès qu'Akhenaton disparut. Alors pourquoi avait-il besoin de dissimuler ce que le père avait tenu à montrer? Le laboratoire scellé. Lorsque le squelette désormais connu sous le nom de KV55 fut mis au jour en 1907, la tombe était tellement perturbée que les fouilleurs débattirent pendant des années de l'identité de celui qui s'y trouvait réellement. Le cercueil avait été délibérément mutilé, les cartouches avaient été effacées, le visage en or du masque avait été arraché. Quelqu'un, dans l'Antiquité, avait voulu que ce corps soit oublié. Mais les os racontaient leur propre histoire. Un crâne plus long que la moyenne, une ligne de mâchoire correspondant au portrait sculpté, une silhouette correspondant à la carrure mince et singulière représentée dans l'art et dont les caractéristiques restaient dans les limites de la variation humaine normale, ce qui précisément alimenta des décennies de débats âpres parmi les médecins,
incapable de s'accorder sur la question la plus fondamentale. Le roi qui brisa les dieux était-il vraiment si différent de ses ancêtres? Ou l'artiste avait-il perçu en lui quelque chose que tout le monde avait manqué? Les théories s'accumulèrent pendant plus d'un siècle. Le syndrome de Marfan, le syndrome de Froelich, la gynécomastie, un trouble hormonal rare que personne ne parvenait à nommer précisément, un traumatisme crânien survenu dans l'enfance, une tumeur comprimant sa glande pituitaire, ou bien tout ce style étrange n'était que propagande, et le roi avait l'apparence d'un homme tout à fait ordinaire. Chaque théorie émergeait, rassemblait des partisans, faisait des carrières, puis s'effondrait sous le poids de ses propres contradictions. La quête s'est alors déplacée du ciseau et du pinceau vers le microscope et l'os, des suppositions vers une salle stérile et hermétique au Caire, là où la science moderne allait accomplir ce que 3000 ans de débats n'avaient jamais réussi à faire. Dans cette pièce, Zahi Hawass promettait des réponses depuis des années avant que son équipe puisse les livrer, défendant le projet contre tous ceux qui juraient que l'ADN ancien ne pourrait jamais survivre à la chaleur d'une tombe égyptienne. Au moment où le généticien Yahya Gad commença les véritables extractions, le poids politique pesant sur chaque étape était presque aussi lourd que la science elle-même. L'équipe passa 2 années entières à concevoir une étude suffisamment solide pour résister à toutes les contestations qui allaient en venir. Si elle se trompait, les sceptiques enterreraient tout le domaine pour une génération supplémentaire. 11 momies royales furent sélectionnées. Toutankhamon, dont le visage était déjà familier au monde entier. Le mystérieux individu de KV55, issu de ce cercueil défiguré. La femme sans nom connue uniquement sous l'appellation de la dame plus jeune, dissimulée dans une chambre latérale, le visage délibérément brisé par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle. Et 8 autres couvrant 3 générations, chacune choisie parce que son lien avec Akhenaton était soit documenté, soit suspecté, soit farouchement contesté. Chaque spécimen fut déplacé selon des protocoles de chaîne de conservation établis par le Musée national de la civilisation égyptienne. L'équipe ne travaillait qu'à partir des dents et des os denses, là où l'ADN demeure enfermé comme dans un coffre-fort. On raconte une histoire à propos de Yahya Gad durant ces mois-là. Il prenait un tube contenant un échantillon, le tenait un instant sans bouger, et seulement ensuite le chargeait dans le séquenceur, comme s'il avait besoin que le corps à l'intérieur sache qu'il prenait toutes les précautions nécessaires. Chaque résultat fut vérifié à nouveau sous des codes aveugles et confirmé de manière indépendante avant que quiconque ne le reconnaisse comme réel. 3 types de marqueurs génétiques étaient ciblés. L'ADN mitochondrial, transmis uniquement de mère à enfant, permettant de retracer la lignée maternelle. Les polymorphismes du chromosome I, transmis uniquement de père en fils, permettant de retracer la lignée paternelle. Et un panel de microsatellites autosomiques pour l'analyse de parenté, suffisamment précis pour distinguer parents, frères et sœurs et cousins. Des rapports de vraisemblance évaluaient ensuite les probabilités de chaque relation possible en les comparant aux données de la population égyptienne moderne, et l'intégralité des méthodes fut publiée dans le Journal of the American Medical Association. Ainsi, n'importe quel expert de la planète pouvait venir le contester. Puis les données revinrent des séquenceurs et atterrirent devant Hawass. Il avait attendu plus de 2 ans pour ce seul fichier. Il commença à lire, et rien dans ces décennies de fouilles dans le sable ne l'avait préparé à ce que les chiffres allaient révéler. La lignée mise à nu. L'analyse finale ne laissait aucune place au doute. Des centaines d'extractions infructueuses, des millions de paires de bases séquencées et reséquencées. Une comparaison avec les données de la population égyptienne moderne provenant de chaque recoin du pays. Et au bout du compte, les chiffres ne racontaient qu'une seule et même histoire. L'ADN de 3 momies, KV55, la dame plus jeune et Toutankhamon, s'assemblaient selon un schéma que l'on ne retrouve que chez les individus aux liens de sang les plus étroits. Les rapports de vraisemblance dépassaient largement le seuil de la coïncidence. Des marqueurs autosomiques partagés sur plusieurs chromosomes, des séquences mitochondriales identiques jusqu'à la dernière position variable, des signatures identiques du chromosome IGAM, prouvant une unique lignée masculine.
Les données traçaient une chaîne directe. K, V, 55, comme père, la dame plus jeune comme mère, Toutankhamon comme leur fils biologique. Jusque-là, rien de bouleversant. Des parents royaux donnant naissance à un héritier royal était précisément la raison d'être de la dynastie. Mais l'équipe vérifia ensuite les parents des parents. KV55 et la dame plus jeune partageaient la même mère. Ils partageaient le même père. Non pas des demi-frères et sœurs, ce que la dynastie avait depuis longtemps accepté. Non pas des cousins éloignés au second degré, de véritables frères et sœurs biologiques, nés de la même mère royale et du même père royal, ayant grandi ensemble dans le même palais, s'étant épousés et ayant engendré un fils. La probabilité d'erreur était inférieure à une chance sur des millions. L'équipe revérifia le travail à 3 reprises distinctes avant que l'article parte à la presse, car elle savait exactement à quel point il serait explosif dès l'instant où il quitterait le laboratoire. Pour la première fois en 3000 ans, l'arbre généalogique de la famille royale pouvait être tracé sans la moindre interruption. Chaque branche, validée par les molécules, plutôt que par des scribes, empressés de flatter le prochain roi sur le trône. Et le plus célèbre de tous les héritiers, ce garçon dont le masque d'or est devenu le visage de l'Égypte ancienne, s'est révélé être l'enfant d'un frère et d'une sœur. C'est là que tout se referme sur lui-même. Une fois que la science a confirmé que le corps représenté sur ces murs était bien réel, on pouvait enfin accomplir ce que personne n'avait osé faire depuis 3000 ans. On pouvait reconstituer son visage, prendre le crâne de KV55, plus allongé que la plupart, poser la mâchoire lourde que les ciseaux ne cessaient d'imiter, les hautes pommettes taillées comme du verre brisé, les yeux lourds aux paupières tombantes, comme accablés de fatigue, les lèvres larges et étirées, le cou d'une longueur impossible, et les laisser remonter de la pierre pour former un seul visage humain. Couche par couche, l'homme que les prêtres avaient tenté d'effacer revenait à la lumière. Pas le masque d'un dieu, pas la flatterie d'un sculpteur. Un vrai homme, doux et singulier, incontestablement lui-même, regardant à travers les siècles. Les hanches larges et la poitrine douce n'ont jamais été gravées sur ces murs pour la décoration. Elles lui appartenaient. Le visage reconstitué d'Akhenaton n'était ni un monstre ni un mythe. C'était précisément le visage que ses ossements cherchaient à nous montrer depuis toujours. Parce que ces hanches féminines, ce crâne allongé, ce corps mou et affaissé que les artistes avaient finalement le droit de sculpter, rien de tout cela n'était une liberté artistique. Ce n'était pas du symbolisme, ce n'était pas de la théologie, c'était de la biologie. Ce que les prêtres avaient passé des siècles à protéger, s'était finalement retourné contre le corps même qu'il était censé rendre sacré. La mutation récessive accumulée dans le berceau royal avait fini par crever la surface, et le visage du roi lui-même en était la preuve. Son fils paierait ce qui restait de la facture. Les os mourants. Le squelette presque ordinaire de Toutankhamon raconte une histoire de douleur que le masque d'or avait été conçu pour dissimuler. Des scanners CT haute résolution, capables de cartographier la densité osseuse au dixième de millimètre, révèlent un pied gauche tourné vers l'intérieur, selon un angle qui n'a rien à voir avec l'embaumement. La signature classique du pied botte congénitale. Les os pivotés et raccourcis, le talon remonté, les orteils repliés vers l'intérieur, les tendons en tension permanente depuis la naissance. Une démarche normale aurait été physiquement impossible dès le premier jour où il tenta de se mettre debout. Et pourtant le monde l'imagine encore conduisant un char de guerre au galop, alors qu'il n'aurait pu traverser sa propre salle du trône sans aide. Du côté droit, un petit os au bout du 5e orteil manque complètement. Pas fracturé, pas érodé par le temps. Absent depuis la naissance, une anomalie congénitale que les médecins d'aujourd'hui observent encore chez des enfants dont les parents partagent trop d'ADN commun. Les articulations du milieu du pied montrent un effondrement précoce, une nécrose avasculaire, la mort silencieuse du tissu osseux lorsque l'irrigation sanguine vient à manquer.
Avant même d'atteindre l'adolescence, les os dans ses sandales étaient déjà en train de mourir. Sa colonne vertébrale s'incurve vers l'avant, dans la région dorsale, une légère syphose qui déséquilibrait sa posture et l'obligeait à compenser à chaque pas, et le palais de sa bouche est fendu d'une fissure. Une ouverture courant du palais dur jusqu'au palais mou, jamais corrigée par des médecins qui n'avaient aucun outil pour y remédier. Cela seul aurait altéré son élocution, rendu le fait de manger sans s'étouffer véritablement dangereux et laissé un risque constant d'infection en toile de fond. Voici maintenant le détail qui rend tout cela concret. À l'intérieur de sa tombe, les archéologues ont découvert plus de 130 cannes, certaines en bois simple, d'autres incrustées d'or et d'électrum, d'autres encore sculptées avec des images de ses ennemis piétinés. Ainsi, chaque pas écrasait ses adversaires sous ses pieds, et beaucoup de ces cannes étaient polies à la poignée, exactement comme le ferait la prise en main répétée d'un jeune homme s'appuyant de tout son poids. Imaginez-le en saisir une le matin. Un garçon, pas encore 20 ans, seul dans la demi-lumière avant que ses serviteurs n'arrivent. Il fait pivoter sa bonne jambe par-dessus le bord du lit. Ses doigts se referment sur la poignée usée d'une canne dont il a eu besoin depuis qu'il sait marcher. Le bois est tiède là où sa main a vécu pendant des années. Le poids de son propre corps s'installe dans sa paume, et ce n'est qu'alors qu'il se lève. Personne dans le couloir ne le verra faire ce premier pas. Personne dans le royaume ne sera jamais informé qu'il a besoin de la canne. Les peintres à l'extérieur continueront à le représenter sur des chars, chassant des lions, commandant des armées. La canne n'apparaîtra jamais dans aucune de ses œuvres. Ces objets n'étaient pas des symboles d'autorité royale, c'étaient des outils. Il en avait besoin pour traverser une pièce. Il en avait besoin pour se tenir debout lors de sa propre cérémonie de couronnement. Il en avait besoin presque chaque jour de sa courte vie adulte. Puis l'ADN extrait de son fémur révéla ce que les os seuls n'auraient jamais pu dire. Des traces de Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la forme la plus mortelle du paludisme. Non pas une seule souche, mais plusieurs, indiquant des infections répétées sur des mois ou des années. La plus récente était encore active dans son sang le jour de sa mort, ravageant un système immunitaire déjà trop fragilisé par une maladie héréditaire pour résister comme aurait dû le faire un jeune homme en bonne santé de 19 ans, car c'est bien l'âge qu'il avait. Toutankhamon mourut aux alentours de 19 ans. Son corps était un catalogue de maladies héréditaires et acquises, un pied-botte qui l'infirmait, une colonne qui le courbait, un palais fendu, des os qui mouraient alors qu'il vivait encore, et pour finir, une fièvre tropicale achevant ce que son propre sang avait commencé. Mais rien de tout cela n'était une question de malchance. Alors, comment une seule famille pouvait-elle continuer à engendrer des enfants aussi brisés, génération après génération? Les prêtres connaissaient la réponse. Ils ne l'ont simplement jamais écrite. La politique fatale, la raison pour laquelle le garçon au masque d'or pouvait à peine marcher, remonte à son père, à son grand-père, à chaque mariage royal enfoui au cœur de la 18e dynastie. Pour comprendre pourquoi ses os se fracturaient, il faut saisir l'unique règle que sa famille refusait de plier. L'Égypte royale ne glissa pas vers l'inceste par hasard. Le mariage entre frères et sœurs était une politique délibérée, ancrée dans la conviction que le sang du roi portait une étincelle divine réelle. Hymnes et stèles frontalières décrivaient la lignée royale comme un conduit vivant de l'ordre cosmique, la seule chose qui se dressait entre la civilisation et le chaos prêt à l'engloutir. Toute menace à cette pureté, même un mariage avec une cousine égyptienne éloignée, était perçue comme une menace à l'équilibre du monde entier. Ainsi, la sœur du pharaon n'était pas simplement une épouse. Elle était le réceptacle du même héritage sacré, le seul ventre suffisamment pur pour être confié au trône. Les contrats de mariage de la 18e dynastie exposent cette logique avec une clarté glaçante. L'héritier légitime devait naître à la fois du roi et de sa sœur royale, afin que le pouvoir ne s'éloigne jamais du cercle familial. Les unions entre demi-frères et demi-sœurs étaient courantes depuis des générations. Les mariages entre frères et sœurs issus des mêmes parents étaient plus rares, mais jamais interdits.
et chaque génération répétant ce schéma augmentait les risques de maladies héréditaires d'une manière que les prêtres ne pouvaient pas mesurer, mais que les os enregistrent aujourd'hui dans les moindres détails. Les modèles génétiques modernes traduisent cela en chiffres brutaux. Quand deux personnes sans lien de parenté ont un enfant, le risque d'un trouble récessif rare est d'environ 3%. Pour l'enfant de deux frères et sœurs issus des mêmes parents, ce risque grimpe à 25%, 1 sur 4, les mêmes probabilités que de lancer 2 pièces et d'obtenir pile sur les deux. Et sur plusieurs générations de mariages consanguins, ces probabilités s'accumulent, concentrant les mutations néfastes jusqu'à ce que la lignée ne puisse plus leur échapper. Les gènes récessifs qui auraient dû rester cachés commencent à rencontrer leur copie identique dans chaque nouvel embryon royal, et les dégâts éclatent dans les os du prochain enfant à naître. Répétez ce tirage assez souvent au sein d'une même petite famille, et la catastrophe cesse d'être un risque pour devenir une certitude. La foi de la dynastie en sa propre pureté devint sa plus grande faiblesse. La politique même censée empêcher l'étincelle divine d'être diluée par le sang commun était celle-là même qui remplissait les berceaux royaux de corps brisés. Akhenaton avec ses hanches étranges et son crâne allongé était le coup de semonce. Son fils aux pieds bottes et aux os mourants en était la conséquence. Chaque mariage destiné à protéger le trône chargeait silencieusement l'arme pointée vers le prochain enfant qui y naîtrait, et après Toutankhamon, il ne resta aucun héritier mâle survivant. Le trône passa à Haï, un vieux fonctionnaire de la cour sans aucun lien de sang, puis à Horemheb, un commandant militaire qui n'avait aucune ascendance royale, la lignée de Thoutmôsis le conquérant et d'Aménophis le magnifique. La dynastie qui avait bâti un empire s'étendant du Nil jusqu'à l'Euphrate s'est éteinte en un adolescent incapable de rejoindre son propre trône sans l'aide d'une canne. L'ADN n'a donc pas seulement reconstitué le visage d'un pharaon. Il a mis à nu le mécanisme précis qui avait détruit sa famille de l'intérieur. Les hanches, le crâne, le corps affaissé, ce visage qui terrifiait tous les pharaons suivants à l'idée d'y être associé. Rien de tout cela n'était symbolique, rien n'était métaphore. C'était le stade terminal visible d'un accident génétique vers lequel la famille royale avait foncé pendant des siècles, les yeux grands ouverts. Et aujourd'hui, la science dit ce que ces prêtres auraient refusé d'entendre. Même les empires les plus puissants, ceux qui élevaient des pyramides et se proclamaient Dieu vivant sur terre, devaient quand même répondre devant la biologie. Chaque génération ayant privilégié la pureté à la diversité en a payé le prix en chair et en os. Chaque roi qui épousait sa sœur pour protéger sa couronne laissait à son petit-fils un héritier un peu plus faible, un peu plus malade, un peu plus proche de l'effondrement qui est venu frapper aux portes du désert à Akhénaton et n'en est jamais reparti. Le visage gravé sur la paroi du temple n'était jamais une erreur de ces artistes. C'était la vérité que ces os étaient les contraints de révéler. Et 3000 ans plus tard, lorsque le silence de ces ossements fut enfin brisé dans un laboratoire scellé du Caire par des scientifiques qui n'avaient jamais courbé l'échine devant un pharaon, la réponse était bien pire que ce que quiconque avait eu le courage d'imaginer. L'homme assis sur le trône était l'avertissement, l'enfant derrière le masque d'or était la preuve. La plus puissante dynastie de toute l'histoire humaine n'a pas succombé à une invasion, à une famine ou à une révolte. Elle a pourri de l'intérieur, un mariage royal à la fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à couronner. Si c'est le genre de vérité enfouie que vous voulez me voir déterrer, abonnez-vous avant de partir. La prochaine lignée que je vais décortiquer est celle qui est venue juste après Toutankhamon, le souverain qu'Égypte a délibérément effacé de la mémoire, dont les os commencent tout juste à révéler leur histoire génétique. Ça va faire passer celle-ci pour un simple échauffement. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que les prêtres d'Amon savaient sur cette famille qu'ils n'ont jamais osé coucher par écrit? Je les lis tous, sans exception.